bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Sorti en 1968-2001, A Space Odyssey a emmené le public dans un voyage cosmique à la fois mystérieux et vertigineux, devenant l'un des plus grands films de science-fiction de tous les temps. L'histoire s'ouvre à l'aube de l'humanité lorsqu'un monolithe noir énigmatique apparaît et provoque un tournant décisif dans l'évolution. Les siècles défilent, l'humanité conquiert l'espace, pose le pied sur la Lune et se retrouve une fois de plus face aux traces d'une intelligence extraterrestre. Une mission grandiose est alors lancée, réunissant des hommes prêts à s'aventurer dans les profondeurs du cosmos avec le système informatique HAL 9000, là où les frontières entre technologie, volonté et vie commencent à se fissurer. À partir de Jai, le voyage bascule vers des territoires inconnus, ouvrant des portes qui dépassent l'imagination humaine. Et saviez-vous que la réalisation de ce chef-d'œuvre fut truffée d'histoires de coulisses étranges, des obsessions de Kubrick pour la perfection aux scènes dangereuses ayant failli coûter la vie à un acteur. Ce n'est là que la partie émergée d'une montagne de secrets jamais révélés. Suivez-moi pour découvrir les vérités les plus incroyables et les plus choquantes sur 2001, A Space Odyssey, le film qui a transformé HAL 9000 et le monolithe noir en symboles immortels du cinéma mondial. 1. Kubrick avait un plan insensé posséder les extraterrestres. Pensez-vous peut-être que tout cela semble incroyable, presque insensé, mais c'est pourtant la vérité concernant Stanley Kubrick. Au milieu des années 1960, alors que 2001, A Space Odyssey n'était encore qu'un scénario sur la table, il devint obsédé par l'idée que la NASA, ou qu'un autre réalisateur visionnaire, annonce avant lui la découverte d'une forme de vie extraterrestre, dépouillant ainsi son film de toute originalité. Ce qui n'était au départ qu'une inquiétude passagère se transforma chez Kubrick en un projet étrange et extravagant, trouver un moyen de posséder légalement les extraterrestres. Il consulta des avocats pour explorer la possibilité de déposer un droit d'auteur sur la vie extraterrestre elle-même. Une idée que personne n'oserait formuler, une ambition franchissant toutes les limites du raisonnable. Lorsque les avocats secouèrent encore la tête, incapables d'envisager une telle absurdité juridique, Kubrick se tourna vers la NASA. Il exigea qu'elle le prévienne en exclusivité si une preuve de vie extraterrestre était découverte avant la sortie du film. Rien que cela suffit à montrer sa détermination absolue à protéger son œuvre à tout prix, quitte à s'abandonner totalement à l'obsession. Un réalisateur capable d'envisager de s'approprier tout l'univers, et ce n'était encore que le début d'une longue série de décisions choquantes derrière la caméra. 2. Il a personnellement ordonné la destruction totale de tous les modèles et décors mythiques. Après, le dernier moteur Saturn de 2001. À Space Odyssey, les studios étaient encore remplis de merveilles techniques qui avaient ébloui Hollywood. Le vaisseau Discovery, long de plus de 16 mètres, la station spatiale en rotation si réaliste et une forêt de maquettes conçues avec une précision inimaginable. Des centaines d'artisans, d'ingénieurs et de créateurs avaient passé des années à les fabriquer. Leur valeur dépassait largement les millions de dollars, c'étaient eux des œuvres d'art visionnaires, nées d'un savoir-faire hors du temps. Mais Kubrick ne les regardait pas avec admiration, il n'y voyait qu'une menace. Il craignait qu'un studio de série B ne réutilise ces modèles, ternissant instantanément l'univers qu'il avait construit avec une rigueur absolue. Dans un accès d'obsession pour la pureté artistique, il prit une décision impitoyable, tout détruire. Les maquettes coûtant une fortune furent bramagno brisées, les décors minutieux furent brûlés ou jetés comme s'ils n'avaient jamais existé. Résultat, aujourd'hui, il ne subsiste presque aucune pièce originale du film, seulement des images d'archives et les récits frissonnants des membres de l'équipe. Et cette obsession du réalisme mena même un acteur au bord de la mort, juste devant la caméra. 3. Une scène a failli coûter la vie à l'acteur juste devant la caméra. Le moment le plus haletant de 2001.
A Space Odyssey est sans doute celui où Dave Bowman se retrouve bloqué à l'extérieur du vaisseau Discovery et doit se propulser dans la chambre de décompression sans casque spatial. Pour capturer ces quelques secondes à l'écran, Stanley Kubrick exigea que Keir Dullea, l'interprète de Bowman, exécute une cascade dangereuse réellement sans artifice. Pas de trucage, sécurisé, pas d'alternative confortable. Seulement un corps humain confronté directement au risque. Dullea devait se laisser tomber la tête la première depuis près de 2 étages, traversant des planches factices censées se briser, tandis qu'en dessous se trouvait une caméra gigantesque pesant des centaines de kilos braquée vers lui. La seule corde de sécurité était si fine qu'un simple faux mouvement pouvait transformer la scène en tragédie instantanée. Toute l'équipe retenait son souffle consciente qu'une erreur même minuscule pouvait coûter la vie à l'acteur en échange de quelques images. La scène passa en un éclair à l'écran, mais derrière cette fraction de seconde se cachait l'obsession féroce de Kubrick pour la perfection. Et comme si ce n'était pas assez téméraire, une autre scène du film plaça un acteur face à un prédateur bien réel. 4. Un vrai léopard s'est jeté sur un cascadeur en costume de singe. Dès les premières images du segment Dawn of Man, Stanley Kubrick voulait que le public croie assister aux origines sauvages de l'humanité. Mais pour atteindre ce réalisme absolu, il refusa toute solution sûre. Dans une courte scène, un cascadeur recouvert d'une lourde combinaison de singe devait rester parfaitement immobile, tandis qu'un véritable léopard bondissait sur lui. Aucun mannequin, aucun trucage, aucun CGA, uniquement un animal prédateur face à un être humain sans défense. Un seul coup de patte incontrôlé et Hollywood aurait pu être témoin d'un accident sanglant. Autour du plateau, quelques dresseurs observaient avec une tension extrême, prêts à intervenir au moindre signe de danger, mais hors du champ pour préserver le cadre. Au centre, toutefois, le cascadeur était totalement seul, retenant son souffle, en attendant chaque mouvement du fauve. La scène finale ne dure que quelques secondes à l'écran, mais elle glace le sang lorsqu'on sait qu'avec les réglementations actuelles de sécurité, une telle prise aurait été totalement interdite. Et pourtant, ce n'était qu'un avant-goût des souffrances que Kubrick allait imposer aux acteurs enfermés dans des costumes d'une brutalité inconcevable. 5. Les combinaisons spatiales se transformaient en prisons mobiles étouffantes. À l'écran, les astronautes de 2001, à Space Odyssey, flottent calmement dans l'espace, mais dans les coulisses, ils luttaient contre un ennemi silencieux, leur propre combinaison. Kubrick voulait un niveau de réalisme extrême, exigeant un design lourd, rigide, hermétique, reproduisant fidèlement l'équipement spatial authentique. Le résultat des tenues ressemblant à de véritables prisons mobiles, piégeant le corps humain dans une chaleur suffocante. Sous les projecteurs brûlants, la température à l'intérieur du casque pouvait dépasser 100 degrés. Keir Dullea a reconnu plusieurs fois qu'il se sentait au bord de l'évanouissement. Les techniciens durent être percés de minuscules trous pour laisser passer un peu d'air et dissimuler des ventilateurs hors champ afin de fournir un filet d'oxygène. Mais même avec ces rustines, chaque scène devenait une torture silencieuse où l'acteur devait afficher un visage serein tout en combattant la panique intérieure. Et comme si ces épreuves ne suffisaient pas, le destin allait encore frapper l'équipe d'un sinistre totalement inattendu survenu en plein tournage. 6. L'incendie terrifiant qui a failli réduire le film en cendres. Au milieu de l'année 1966, alors que 2001, à Space Odyssey entrait dans la phase de construction de ses décors les plus ambitieux, une catastrophe frappa les studios MGM Boreham Wood. Un incendie spectaculaire éclata se propageant à toute vitesse à travers les gigantesques décors faits de bois de toile et de peinture hautement inflammables. En quelques instants, des mois de travail acharné risquaient de partir en fumée. Les membres de l'équipe se ruèrent à l'intérieur pour sauver les maquettes de vaisseaux spatiaux et les caméras de plusieurs centaines de kilos, bravant la chaleur suffocante et les nuages de fumée toxique. Lorsque le feu fut maîtrisé, le constat fut dévastateur. Plusieurs décors minutieusement fabriqués,
avait été réduit en cendres, tandis que d'autres éléments essentiels étaient gravement endommagés. Mais le choc le plus brutal vint de la décision suivante de Kubrick. Dans sa quête obsessionnelle de perfection absolue, il refusa catégoriquement de réutiliser le moindre objet qui avait été exposé à la fumée. Même les éléments encore exploitables furent rejetés pour lui, la moindre trace d'altération suffisait à détruire l'intégrité de l'image à l'écran. Tout dut donc être reconstruit à partir de zéro. Les coûts explosèrent, le calendrier prit des mois de retard et la pression sur MGM devint écrasante. Mais Kubrick préférait payer ce prix démentiel plutôt que tolérer la moindre imperfection. Et lorsque les dernières braises s'éteignirent, une inquiétude encore plus grande surgit cette fois venue du vide intersidéral lui-même. C'est l'obsession. Apollo 11 empêcha Kubrick de dormir pendant des mois. Alors que l'équipe s'épuisait à recréer une surface lunaire plus vraie que nature, le monde réel vivait la course spatiale la plus intense de l'histoire. Chaque jour, la NASA se rapprochait davantage de l'objectif de faire marcher un homme sur la Lune, et cette perspective torturait Kubrick. Il craignait qu'un seul retard ne rende son film obsolète dès sa sortie. Sous cette pression colossale, il poussa l'équipe des effets spéciaux à ses limites. Il exigea que chaque pierre, chaque ombre, chaque reflet sur le modèle lunaire atteigne un niveau de réalisme tel qu'il puisse rivaliser avec n'importe quelle image documentaire de la NASA. Tout devait être plus vrai que vrai, comme si l'équipe s'était secrètement rendue sur la Lune pour filmer directement la réalité. Ironie du sort, lorsque Apollo 11 atterrit en 1969, les images réelles ressemblèrent tellement à celles de Kubrick que le monde entier commença à soupçonner quelque chose. Ainsi naquit l'une des théories du complot les plus célèbres. Kubrick aurait filmé pour le gouvernement américain un alunissage truqué. D'une peur d'être dépassé, il créa involontairement une légende éternelle. Pourtant, avant d'être acclamé, il dut affronter la cruauté du public lors de la toute première projection. 8 des centaines de spectateurs quittèrent la salle dès la première projection. Incroyable, mais vrai, l'un des plus grands films de toute l'histoire du cinéma fut d'abord rejeté par son propre public. Lors de la soirée de première à New York en 1968, on s'attendait à des applaudissements triomphants. Mais la salle fut plongée dans un silence gêné, puis dans des murmures agacés. L'imagerie étrange, le rythme lent, les longues séquences silencieuses, tout semblait défier la patience du spectateur moyen à l'époque. Lorsque les scènes abstraites s'enchaînèrent, une vague de spectateurs se leva et quitta la salle. Le chiffre final fit trembler Hollywood. 241 personnes abandonnèrent la séance, dont l'acteur Rock Hudson, qui exaspéré s'écria « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Le lendemain, la presse déchaînée qualifia le film de « soporifique, prétentieux, incompréhensible ». Beaucoup pensèrent que le projet grandiose venait d'être enterré vivant. Mais quelques semaines plus tard, tout bascula. La jeunesse hippie adopta le film comme une expérience mystique. Ils revirent le film, en boucle synchronisèrent du LSD avec la séquence Stargate et transformèrent 2001 en un symbole de la contre-culture. L'échec humiliant de la première devint ainsi le point de départ d'une légende immortelle. Et pendant que le public sombrait dans l'extase visuelle, un monolithe silencieux se préparait à écrire la suite du mythe. 9. Le monolithe iconique n'était au départ qu'un cristal raté. L'idée originale de l'objet mystérieux n'était pas un bloc noir, mais un immense cristal transparent. Kubrick voulait qu'il scintille, qu'il capte la lumière comme un artefact sacré. Mais une fois sur le plateau, le cristal refléta absolument tous les caméras, les projecteurs, l'équipe entière. Chaque prise devenait un désastre. Dans un moment de désespoir, Kubrick adopta une solution si simple qu'elle paraissait presque banale, un bloc de bois recouvert d'une peinture noire spéciale, absorbant toute lumière. Et pourtant, ce bricolage improvisé donna naissance à l'un des symboles les plus puissants de toute l'histoire du cinéma.
Sans reflet, sans détail, sans indication, le monolithe devint une porte vers l'inconnu, un vide absolu, où chacun pouvait projeter sa propre interprétation, Dieu, les extraterrestres ou l'évolution de l'humanité. Ainsi, un échec technique se transforma en l'icône métaphysique la plus mystérieuse du 7e art. Et à partir de ce bloc silencieux, Kubrick lança une autre création mécanique monumentale, à la fois chef-d'œuvre technologique et menace mortelle. 10. La roue centrifuge géante pouvait broyer les acteurs à tout moment. Pour représenter la gravité artificielle, Kubrick fit construire une centrifugeuse gigantesque de 38 pieds de diamètre pesant plus de 30 tonnes, une immense roue d'acier véritable hamster wheel futuriste. Elle tournait réellement pendant le tournage et les acteurs devaient marcher, courir, voire manger tandis que tout le décor pivotait autour d'eux. Gary Lockwood et Keir Dullea durent apprendre à se déplacer avec une précision absolue. Une perte d'équilibre, un pas mal placé, et ils risquaient d'être projetés contre la structure de métal massif. Chaque prise était une épreuve physique et mentale. La moindre erreur pouvait transformer le plateau en scène d'accident mortel. Mais c'est justement grâce à cette dangerosité que les images des astronautes marchant dans la roue tournante devinrent l'une des séquences les plus réalistes et hypnotiques de toute l'histoire du cinéma. Et depuis cette prouesse mécanique, Kubrick s'apprêtait à dévoiler une nouvelle expérimentation où la lumière et la chimie allaient créer un voyage visuel inédit. 11. La séquence Stargate n'était en réalité qu'un accident chimique inattendu. Le sommet visuel de 2001. A Space Odyssey survient lorsque Dave Bowman traverse un tunnel cosmique vertigineux, englouti dans un tourbillon de couleurs psychédéliques que l'on appelle aujourd'hui la Stargate Sequence. Ce qui est incroyable, c'est que toute cette vision hypnotique n'a pas été créée par ordinateur, le CGI n'existait même pas encore. Douglas Trumbull, maître absolu des effets spéciaux, inventa alors une technique totalement inédite, la photographie slit scan. Il fit passer des faisceaux lumineux à travers des panneaux peints des fentes extrêmement étroites et même des mélanges chimiques, tandis que la caméra restait en pause longue pendant plusieurs minutes, parfois même plusieurs heures pour chaque image. Le résultat fut une avalanche d'images imprévisibles, impossibles à reproduire à l'identique. À chaque développement de pellicule, l'équipe assistait à la naissance d'un nouvel univers, vibrant, changeant, oscillant entre le calcul scientifique et le hasard pur. Cette nature, incontrôlable, donna à la séquence l'impression d'un véritable trip hallucinogène, un spectacle qui laissa le public mondial complètement médusé lors de sa première apparition sur grand écran. Et au cœur de cette tempête lumineuse, Kubrick préparait encore une décision glaciale qui allait bouleverser tout le milieu de la musique de film. 12. Toute la bande originale fut brutalement rejetée par Kubrick à la dernière minute. Pendant toute la production, Stanley Kubrick confia au compositeur renommé Alex North la tâche d'écrire la musique originale du film. North travailla sans relâche, créant une partition immense, complexe et parfaitement adaptée à la dimension épique du récit. Mais quelques jours avant la sortie officielle, Kubrick prit une décision totalement inimaginable. Il rejeta toute la musique composée et choisit de la remplacer par des œuvres classiques de Strauss, Ligeti et Khachaturian. Pour Alex North, ce fut un choc dévastateur. Il apprit la vérité en entrant dans la salle de projection. Lors de la première, sa musique avait disparu, remplacée sans qu'il en soit averti. Pour Kubrick, ce choix était stratégique. En utilisant des compositions classiques déjà immortelles, il garantissait que le film dépasserait les modes, les tendances et le temps. Et il avait raison. Les premières notes de Also sprach Zarathustra ou les valses du Blue Danube sont désormais indissociables de l'histoire du cinéma. Mais cette cruauté artistique n'était rien à côté de ce qu'il s'apprêtait à faire dans la scène finale, détruire tout un monde extraterrestre déjà construit. 13. Une cité extraterrestre en cristal détruite avant même le tournage. Dans les premiers traitements du scénario, le dénouement de 2001 n'était pas la mystérieuse chambre d'hôtel, mais un spectacle titanesque.
Dave Bowman devait rencontrer directement une civilisation extraterrestre, une ville de cristal étincelante avec des structures surréalistes s'étendant à perte de vue. Kubrick avait validé les dessins, fait construire des maquettes élaborées, et tout était prêt à passer devant les caméras. Mais à la dernière minute, il eut une révélation glaciale, aucune représentation visuelle d'extraterrestres ne serait jamais convaincante. Le moindre détail maladroit suffirait à ruiner la spiritualité et l'ambiguïté métaphysique qu'il recherchait. Alors, il ordonna de tout détruire, modèle plan décor. Il effaça chaque trace de ce monde alien et opta pour un final abstrait, guidé par l'apparition énigmatique du Starshield. Ce vide intentionnel, cette absence de description, ont transformé la fin du film en un mythe intemporel, une source infinie d'interprétation. Et dans le même esprit, Kubrick plaça dans le film un autre geste radical, un simple cut, mais si coupant, qu'il réécrivit l'histoire du montage. 14. Un cut du fragment d'os au satellite qui hanta des semaines de travail. Pouvez-vous imaginer qu'un raccord d'à peine une seconde ait pu changer l'histoire du cinéma ? C'est pourtant le cas du moment où l'os lancé par l'Australopithèque se transforme brusquement en satellite spatial, un saut temporel comprimant des millions d'années d'évolution humaine en un seul geste. Pour le public, cela semble fluide, évident, d'une simplicité fulgurante. Mais en coulisses, cette transition nécessita des semaines d'obsession ininterrompue. Stanley Kubrick et le monteur Ray Lovejoy restèrent enfermés pendant des jours, recalculant la rotation exacte de l'os, ajustant chaque vitesse, chaque angle, chaque fraction de seconde pour que le mouvement s'enchaîne parfaitement avec le trajet du satellite. Ils répétèrent des centaines de variantes jusqu'à obtenir la trajectoire idéale, celle qui donnerait l'illusion d'une continuité parfaite entre la préhistoire et le futur. Ce cut, apparemment simple, est en réalité l'un des montages les plus sophistiqués et les plus emblématiques du XXe siècle. Mais l'obsession de Kubrick ne s'arrêtait jamais aux images, elle s'insinuait jusque dans la manière dont il dirigeait ses acteurs, les perdant volontairement au cœur même du film qu'il tournait. 15. Même les acteurs ne savaient pas vraiment ce qu'ils étaient en train de tourner. Kubrick était célèbre pour sa manière de travailler extrêmement secrète, va avec 2001. À Space Odyssey, il porta cette habitude à l'extrême. Il garda presque tout le contenu du scénario dans le secret absolu, même vis-à-vis des acteurs principaux. Keir Dullea, l'interprète de Dave Bowman, avoua qu'au cours du tournage, il n'était jamais certain de savoir si son personnage était réellement humain, ou peut-être une forme de vie extraterrestre. Gary Lockwood, qui jouait Frank Poole, vécut la même confusion, il filmait parfois des scènes essentielles, sans aucune idée de la façon dont elles s'intégraient dans l'histoire globale. Kubrick voulait que cette incertitude devienne une partie authentique du film. Il croyait que si les acteurs étaient désorientés, le public ressentirait exactement la même chose. Au lieu de seulement jouer, il vivait réellement l'ambiguïté et l'incertitude que Kubrick souhaitait insuffler à chaque image. Le résultat fut une série de regards perdus, d'expressions hésitantes, d'attitudes flottantes, tous empreints d'une vérité glaciale. Et tandis que les acteurs évoluaient dans ce brouillard créatif, au dehors, une génération entière de spectateurs transformait ce film en véritable expérience spirituelle. 16. Les hippies ont transformé les salles de cinéma en voyages hallucinatoires collectifs. À la fin des années 60, alors que les États-Unis étaient emportés par la vague de contre-culture 2001, A Space Odyssey devint par accident un véritable guide spirituel pour toute une génération. La séquence Stargate, déjà déroutante pour le public traditionnel, se transforma en terre promise pour les hippies. Ils entraînèrent dans les salles avec du LSD, ajustaient leur consommation au rythme du film, puis se laissaient engloutir par les lumières et les sons dans une transe psychédélique totale. Pour eux, le film cessait d'être une simple œuvre de cinéma, c'était un voyage intérieur collectif, une initiation sensorielle partagée. MGM comprit rapidement le potentiel de ce phénomène. Au lieu de s'en distancer, le studio fit volte-face et lança une nouvelle affiche avec un slogan provocateur
The Ultimate Trip. De presque échec commercial 2001, devint subitement un pilier de la culture contestataire, un pont entre le cinéma, le rock psychédélique, les drogues hallucinogènes et l'esprit rebelle d'une génération entière. Mais tandis que les spectateurs décollaient dans les salles obscures, sur le plateau, c'est le son sec et étouffant de la respiration humaine qui devint l'une des idées les plus obsédantes du film. 17. Le souffle lourd dans les casques des astronautes fut ajouté à la toute dernière minute. Au départ, toutes les scènes Tok'lesen spatiales de 2001 baignaient dans un silence absolu. Mais lors du montage final, Kubrick comprit que ce silence total était trop froid, trop distant, trop détaché de l'expérience humaine. Il prit alors une décision inattendue, ajouter le souffle des astronautes, respiration par respiration. L'équipe sonore enregistra immédiatement de véritables expirations et inspirations dans des casques parfaitement hermétiques, avec des micros placés tout près de la bouche afin de capturer toute la précipitation, toute la gêne et toute l'oppression de ces respirations confinées. Une fois intégré aux images, tout changea radicalement. Tout à coup, le spectateur eut la sensation troublante d'être lui-même coincé dans un casque étroit, d'entendre distinctement chaque inspiration, chaque expiration perdue dans l'immensité glaciale et silencieuse de l'espace. Ce souffle transforma le silence en angoisse, fit de la tranquillité apparente une véritable claustrophobie sensorielle. Un détail apparemment anodin devint ainsi l'une des signatures sonores les plus emblématiques et mémorables de toute l'histoire du cinéma. Et même lorsque la caméra cessa de tourner, l'impact physique et psychologique de cette ambiance oppressante continua de hanter les acteurs qui emportèrent avec eux, dans leur vie quotidienne, une sensation déformée et presque irréelle du monde extérieur. 18. En sortant de la centrifugeuse, les acteurs avaient encore l'impression que le monde tournait. À l'écran, la scène où les astronautes marchent autour de la gigantesque centrifugeuse, une roue de 38 pieds, semble fluide, harmonieuse, presque naturelle. Mais la réalité, c'est que Gary Lockwood et Keir Dullea ont dû lutter contre leur propre sens. Ils marchaient, couraient, mangeaient et jouaient pendant que tout le décor tournait autour d'eux. Le corps finissait par s'adapter, mais l'esprit lui était poussé au bord du vertige permanent. Lockwood raconta qu'après plusieurs heures de tournage en quittant le plateau, il sentait encore le monde extérieur pivoter autour de lui. La réalité semblait déformée comme s'il revenait réellement d'un voyage dans l'espace. Cette confusion sensorielle donna une teinte étrange et authentique à leur jeu d'acteurs, renforçant l'illusion qu'ils étaient de véritables êtres humains piégés dans l'immensité cosmique. Et tandis que ces hallucinations s'infiltraient subtilement dans chaque plan, Kubrick préparait un détail tellement singulier, tellement improbable qu'il en devint légendaire un manuel secret pour aller aux toilettes en apesanteur. 19. Le manuel en 10 étapes pour utiliser les toilettes en apesanteur apparaît en une fraction de seconde. Kubrick était célèbre pour son obsession maladive du détail et 2001 en est la preuve absolue. Dans une courte scène à bord du vaisseau Orion, on aperçoit brièvement un petit panneau intitulé « Zero Gravity Toilet », à première vue, un simple accessoire de décor. Mais les fans, en mettant l'image sur pause, découvrirent qu'il s'agissait en réalité d'un manuel ultra détaillé de 10 étapes, expliquant comment utiliser des toilettes dans un environnement sans gravité. Attacher son corps avec des sangles, stabiliser son centre de masse, gérer les déchets dans un système hermétique, tout était rédigé avec une précision scientifique impressionnante. Le spectateur moyen ne pouvait pas en remarquer la moitié, mais le simple fait que Kubrick ait pris le temps d'imaginer rédiger puis imprimer ce manuel montre à quel point il refusait de négliger le moindre détail. Dans l'univers de Kubrick, même aller aux toilettes devait respecter les lois de la physique. Mais aussi minutieux soit-il, ce détail n'était rien comparé à l'expérience radicale que Kubrick allait imposer au public lors de la séquence la plus hypnotique du film. 20. Kubrick mesurait secrètement le rythme cardiaque du public pour ajuster la séquence Stargate.
Lorsqu'il finalisait la séquence Stargate, Kubrick ne se contenta pas de rester dans la salle de montage. Il transforma littéralement ses spectateurs en cobayes d'un test cinématographique inédit. Pendant les projections privées, il fit installer des appareils mesurant les réactions physiologiques, rythme cardiaque, respiration, tension musculaire. Il observait minutieusement chaque variation du corps humain alors que les spirales lumineuses happaient l'esprit du spectateur. Si le rythme cardiaque n'accélérait pas assez, il rallongeait le plan. Si l'angoisse ne montait pas suffisamment, il modifiait les couleurs, la vitesse ou la cadence des images. Kubrick ne voulait pas simplement monter une scène, il voulait créer une expérience sensorielle totale, une transe visuelle et physique que le public devait traverser avec son corps autant qu'avec son esprit. Le résultat fut l'une des séquences les plus puissantes de toute l'histoire du cinéma, une expérience où la frontière entre art et expérimentation psychologique disparaît complètement. Et c'est grâce à cette fusion inédite que 2001, A Space Odyssey, n'est pas seulement un film, c'est un voyage initiatique gravé à jamais dans la mémoire collective. 2001, A Space Odyssey, demeure la preuve incontestable de la vision prophétique de Stanley Kubrick. Le film ne se contente pas d'innover en matière d'effets spéciaux, il invente une nouvelle langue cinématographique. Chaque image porte un poids philosophique immense, obligeant le spectateur à réfléchir à sa propre existence. Même aujourd'hui, l'œuvre conserve son aura hypnotique, son ampleur épique et sa puissance intemporelle. Si cette vidéo vous a captivé, n'hésitez pas à liker et à partager pour la faire découvrir au plus grand nombre. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres révélations fascinantes sur les secrets du cinéma.